la crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club assez doté d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h jusqu'à un peu moins de 20h pour faire un petit peu toute l'actualité sportive de ce week-end en Bourgogne-Franche-Comté, au plan national, au plan international également. On reviendra sur les différents championnats étrangers. Voilà, on va couper le jingle interprété donc par KLX, la crinière du lion, un jingle qu'on adore, on le passe souvent ici en avant-première. On va, comme je vous le disais, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur les différents terrains, les terrains européens. On va faire notre petit tour. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en Ligue des Champions, en Ligue Europa également, avec Lille qui disputait un match la semaine dernière. Donc, on regardera un petit peu ce qui s'est passé du côté de Chelsea. Et puis, on vous donnera aussi également le tirage au sort de cette Ligue des Champions. Enfin, pas la Ligue des Champions, surtout l'Europa League et puis la Conference League. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé en Division 1 Arkema. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la 26e journée en Ligue 1 avec tous les résultats. Et après, vous l'avez compris, après la Ligue 1, c'est la Ligue 2 avec tout ce qui s'est passé également sur cette 26e journée en Ligue 2. Et puis en fil rouge, le FC Sochaux Montbéliard, non supporter de Sochaux. Vous pouvez déjà préparer vos combinés 03 81 50 67 51. Après ce match un petit peu bizarre qu'on a vécu du côté du Paris FC, on en parlera tout à l'heure dans cette deuxième partie d'émission. On viendra également sur ce qui s'est passé en National 2. Il y avait des matchs en retard, surtout pour l'ASM Belfort. On regardera aussi le National 3 avec ce qui s'est passé dans le groupe Bourgogne-Franche-Comté, car il s'est passé des choses ce week-end. On verra ça avec Mr. Frédéric Fitch, qui est un petit peu en retard. Il viendra, il prendra, on va dire, cette émission en cours de route. Et puis, on s'intéressera également à ce qui s'est passé du côté du handball, car il y avait un match de l'ESBF ce week-end, ce dimanche après-midi face à Nice. Un match également pour les garçons, c'est-à-dire pour le Grand Besançon Doux Handball ce vendredi soir, qui recevait l'équipe de Billière. Et puis on s'intéressera également aussi à la Nationale 1 féminine, car il y a eu des rencontres ce week-end. On regardera si Palante continue sa marche en avant en direction la Division 2. On parlera basket également. Bref, vous l'avez compris, on va parler de sport ce soir, même si l'actualité internationale, forcément, vous l'avez tous suivi avec ce conflit voilà, entre l'Ukraine et la Russie. Donc forcément, on vit, on va dire, des heures sombres comparées, forcément on parle de sport, mais là c'est plus, voilà, ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et puis justement, le monde du sport réagit lui aussi, et puis soutient l'Ukraine qui a été, on le rappelle, bien sûr envahie par la Russie. Et puis, je vais juste vous passer le leçon. C'est Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Et voilà ce qu'il a déclaré cette semaine. Et puis, il y a beaucoup de déclarations un petit peu partout sur ce qui se passe actuellement lors de ce conflit. Au nom de Manchester City, merci beaucoup pour ce beau geste envers Oleg Zinchenko et Vitaly Mykolenko. L'inquiétude suscitée par ce qui se passe en Ukraine est présente dans le monde entier, et je suis sûr que le Royaume-Uni a montré à quel point la situation est étrange. Les gens chez eux envoient des personnes innocentes qui ne se détestent pas en Ukraine et en Russie, s'entretuer parce qu'un type chez lui décide de le faire. Espérons que la situation sera bientôt résolue et qu'il n'y aura plus de victimes dans ce conflit. Forcément, on l'espère vraiment tous, voilà, du fond du cœur, que ce conflit va vite s'arrêter et puis que la paix va s'installer.
Et puis également la réaction du côté, toujours en Angleterre, du côté du coach de Liverpool, Jürgen Klopp. C'était après la victoire au tir au but de son équipe face à Chelsea. C'était en finale de la Carabao Cup. Il s'est exprimé justement sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors il s'est exprimé au micro du média suédois Viaplay Football. Et il a ciblé ouvertement Vladimir Poutine et il a été très critique vis-à-vis du dirigeant russe. Voilà ce qu'il a déclaré. Tout cela dépasse ma compréhension. J'ai 54 ans, presque 55, et je ne comprends pas comment un adulte peut mettre le monde entier dans une telle situation. Dans une telle situation, en particulier les Ukrainiens. Je connais tellement d'Ukrainiens et de Russes également. Il ne s'agit évidemment pas du peuple. C'est la guerre d'un très mauvais homme. Nous devons faire preuve de solidarité, comme c'est toujours le cas dans les périodes sombres. Il semble que nous ne puissions pas l'arrêter, mais au moins nous pouvons lui causer plus de problèmes qu'il ne l'aurait imaginé. Peut-être que cela aide les Ukrainiens. C'était ce qu'avait déclaré Jürgen Klopp juste après la remise du trophée à son équipe. Et puis également, il y a des réactions qui s'enchaînent aussi également avec des sponsors comme le sponsor historique de Schalke 04, c'est l'équipe allemande qui évolue en Division 2 et la firme russe Gazprom a vu son contrat être cassé par le club allemand en raison de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que c'est seulement 2 jours après avoir joué un match avec un maillot vierge de tout sponsor, Schalke 04 a annoncé donc la fin de son partenariat avec Gazprom. Le conseil d'administration du club de Division 2 allemande, soutenu par le conseil de surveillance, a pris cette décision à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont la firme est originaire. L'équipe basée à Gelsenkirchen cherche un nouveau sponsor principal. Bon, bref, vous l'avez vu, beaucoup de réactions. La Russie est exclue de beaucoup de choses, notamment dans le monde du sport. Je crois même que le Spartak Moscou a été également exclu. On vit forcément des heures sombres. On va essayer de passer 1h30 à parler sport dans cette émission. C'est ce qu'on pouvait déclarer sur ce qui se passe en ce moment du côté de l'Ukraine. Mais je vois que monsieur Frédéric Fitch arrive au studio. Bonsoir, monsieur Frédéric Fitch. Salut Fred, bonsoir à tous. Alors attends, je ne sais pas si on t'entend très bien ou alors c'est pas le bon micro. Prends voir celui-là. Essaie de prendre celui-là. On va voir si. On va voir ça. Attends, si c'est. Bonsoir à tous. Oh là là. Problème de l'arsène. Mon Dieu, mais tu causes trop fort. T'as trop de voix. Vas-y voir. Alors, redis-nous un petit bonjour là. Bonsoir à tous. Bonsoir Fred. Est-ce que tu m'entends là? En tout le cas, moi je t'entends parce que t'es à côté de moi, mais par contre sur les, j'ai pas l'impression que c'est le bon micro. Bref, on regardera. Essaye quand même le deuxième là-bas. Bon, on vous fait ça en direct. Allô? Ah bah là je t'entends mieux là déjà. Ah bah je ne sais pas. Ah oui, si tu causes pas dans le bon micro, forcément. Ah, c'est toi qui me l'as mis le micro. Alors. Je te l'ai mis, dis donc. Non, oui, je te l'ai mis devant la bouche. Tu m'as filé le mauvais. Donc il y avait juste à parler dedans. Après, je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc là c'est bon. Ça a l'air d'être à peu près bien. On va essayer de régler un petit peu tout ça. Voilà, on fait tout en direct. Hein. Alors justement, on parlait de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie avec les déclarations de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp. Après, je sais pas si tu as entendu parler un petit peu de leurs déclarations, de ce qu'ils avaient dit. Non, franchement, non. De tous ces sponsors qui commencent à... Tous ces sponsors russes, hein, bien évidemment, dont les contrats sont cassés dans beaucoup de clubs. Donc c'est vrai que question économie, ça va être très compliqué pour la Russie, sans doute dans les semaines à venir, et puis pour un tas de choses. Bon, nous, on va revenir à ce qui se passe dans le sport avec justement cette Ligue des Champions qui avait lieu la semaine dernière. Il y avait déjà eu une semaine auparavant d'autres résultats. Et bien là, il y avait par exemple Villarreal-Juventus également avec un but partout avec la Juventus qui a ouvert le score très rapidement dans cette partie. Et finalement, c'est Villarreal qui a réussi à égaliser. Également 2 partout entre le Benfica Lisbonne et l'Ajax Amsterdam. Et puis un partout entre l'Atlético Madrid et puis également Manchester United. Alors nous, on va revenir sur le match entre Chelsea et Lille, le champion de France en titre qui s'est passé du côté de Chelsea. Chelsea qui venait de gagner la Coupe du Monde des clubs. Bref, de 2 niveaux quand même d'écart. Et puis on l'a vu sur la pelouse, avec Chelsea était quand même plus fort dans cette partie. Pourtant, Lille a fait un bon match, mais par contre, offensivement, ça a été très compliqué pour les Lillois. Mais ils ont la chance quand même d'avoir un match retour qui se disputera ce 16 mars à 21h. Mais je vous
propose d'écouter justement ce qui s'est passé. C'était chez nos confrères Adver MC Sport. On refait pas le match. Hein. Je pense que les Lillois voudraient bien refaire le match, mais en tous les cas, on va écouter ce résumé. C'est vrai que c'est bien 4-2-3, hein, tel qu'on le voit là sous nos yeux, Eric. Ouais, c'est ça, c'est normal avec le profil d'Onana. Allez, venir mettre du monde de ce côté-là, rester au contact des adversaires. Azpilicueta. Il rate le cadre. Oh, quel soulagement. Oh, quel centre d'Azpilicueta. Quelle anticipation d'Averse. N'Golo Kanté. César Azpilicueta. C'est là que c'est tout facile. Pulisic avec Havertz face à Botman. Havertz qui a fait la différence. Et l'envolée de Jardim qui est important. Ce premier arrêt pour le portier brésilien, il est important parce qu'il empêche Chelsea d'ouvrir le score. Il est important parce qu'il le met pleinement dans son match. Mais regardez, là quand même il faut rectifier. Il y a beaucoup d'envie de jouer, mais il manque du monde derrière sur les contres. On parlait d'une équipe de Lille forte en contre et un Chelsea qui a le ballon. Mais là c'est l'inverse sur ce coup-là. Il ne faudrait pas vouloir marquer à tout prix et derrière laisser les portes bien ouvertes. Corner pour les Blues. C'est pas vrai. La tête de Kai Havertz, l'homme parti, le corner est arrivé. Quelle passivité lilloise sur ce coup de pied arrêté là. Et ça commence de la pire des manières. 8e minute, Chelsea 1, Lille 0. La passivité qu'on a vue sur ce premier centre avec cette occasion d'Havertz. La passivité qu'on a vue sur l'action qui amène ce corner, on la retrouve sur ce coup de pied superbement ajusté. Regardez comme il est seul, c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là de laisser un joueur tranquillement venir entre les lignes. Phase offensive, phase défensive. C'est pas un corner, c'était une touche malheureusement. Le centre de Renato Sanchez et Rudiger qui a bien failli tromper son propre gardien. Il est totalement dévissé, l'Allemand de la défense de Chelsea. Cheka qui a pu se retourner, c'est bien joué avec Jonathan David. La frappe de Jonathan David. Pourquoi pas? Il faut prendre sa chance. Et ça continue à mettre la pression sur les partenaires de Thiago Silva. Rudiger qui renverse sur Azpilicueta. La vigilance de Diallo. Là, il doit y avoir quelqu'un. Ziyech qui prend ce ballon. Attention, Ziyech au dribble de Hakim Ziyech. Il va rentrer dans la surface. Il ressort le ballon sur N'Golo Kanté. Le centre de N'Golo Kanté. Deuxième poteau, Marcos Alonso. C'est percutant, c'est saignant. Quand Chelsea a le ballon. Et c'est, je le répète, passif défensivement. C'est pas un styliste, hein, mais sacré combattant. La note artistique. Bien joué Jonathan Bamba qui a éliminé Marcos Alonso. Deuxième poteau, non, c'est renvoyé par Christensen. Cheka, Benjamin André, il faut y aller. La frappe de Benjamin André, oui, c'est ce qu'on veut voir. Une frappe de Benjamin André cadrée. Elle ne met pas en danger Mendy, mais au moins, elle donne le ton de ce qu'on attend des Lillois. Il y a des générations de grands joueurs qui ont évolué sur cette pelouse. C'est bien encore une fois, il a fait la différence. C'est Renato Sanchez, c'est Renato Sanchez. C'est bien joué. Qui va frapper. Il y a des possibilités, des possibilités, Eric. Alors plus des frappes lointaines pour l'instant. On a du mal à s'approcher. Christensen, Kanté. Azpilicueta, Kanté encore. Kanté encore, le centre de Kanté. Cheli qui ne s'est pas loupé. Donc il est mal sorti et derrière Jardim. Il s'interpose devant Marcos Alonso. Parce qu'on parle du russe, on rappelle aussi que la Ligue des Champions. Attention à cette mauvaise passe vers Havertz. Kai Havertz, il a la vitesse. Il faut le cadrer. Benjamin André. Qui a fait ce qu'il a pu, hein, mais il va très vite Kai Havertz. Malgré sa grande taille, on a l'impression qu'il pourrait être un joueur lent, mais pas du tout quand il est lancé. Allez, regardez comme il vient choper ce ballon et avec l'accélération, il reste devant. Et regardez, il y a N'Golo Kanté qui arrive à fond dans l'axe. Renato Sanchez. Non. Il est seul, il faut lui parler, il faut la garder là. Et attention, parce qu'il y a N'Golo Kanté entre les lignes. N'Golo Kanté qui fait la différence. Il y a Pulisic à sa gauche, il y a Havertz à sa droite. C'est Pulisic. C'est Pulisic alors que Lille était en possession de balle à hauteur des buts de Chelsea. Le contre terrible mené par N'Golo Kanté est conclu par Christian Pulisic. La punition, 63e minute, 2-0 pour Chelsea.
Et c'est Kanté encore, et c'est rush de 40 mètres, on va revoir ça. On voit la phase finale là, de l'action. Voilà, il vient cadrer, il donne un ballon parfait. Et l'enchaînement de Pulisic, regardez, il attend le bon moment. Ça tarde à revenir sur Pulisic. Cheka. Regardez, oui. C'est du retard dans la finition. Là-bas, Botman aux avant-postes. C'était cadré de la part de Sven Botman. Et il en faudra plus pour inquiéter ce gardien qui n'a pris aucun but en Champions League cette saison à Stamford Bridge. C'est bien tiré. La volée de la tête Ben Arfa. Et corner, ça a été contré. Non, c'est Saúl Ñíguez, me semble-t-il, qui a dégagé ce ballon au corner. Ah non, il n'est pas allé au-delà des 95 minutes, monsieur Manzano. Et Lille s'incline 2-0. Lille a montré un bon visage. Lille a regardé Chelsea dans les yeux, mais ça n'a pas suffi parce qu'il y a la loi du très haut niveau. Et cette loi-là, ce soir, a été fatale aux Lillois. Deux cadeaux qu'on ne doit pas faire, qu'on ne peut pas faire à ce niveau de la compétition. Et oui, quand on joue le haut niveau, il ne faut pas faire de cadeaux. Déjà que cette équipe de Chelsea n'en a pas besoin. Mais les Lillois ont fait des cadeaux. Ils ont été punis dans cette partie. Je vous propose d'écouter la réaction de José Fonte, le défenseur de cette équipe de Lille. Bonsoir José. Cette équipe de Lille a une nouvelle fois beaucoup essayé, mais sans jamais vraiment cadrer, sans jamais se montrer vraiment dangereux. À ce niveau-là, il faut être plus agressif, plus dangereux, plus efficace quand tu as des bonnes situations. Et la différence, tu as vu que quand Chelsea ils ont des bonnes positions, ils tuent, ils ne ratent pas. À ce niveau, c'est comme ça. Mais la performance, on a montré qu'on peut se battre contre quelqu'un. On a le deuxième match. On va bien le préparer pour faire meilleur avec notre supporter à chez nous. Et 11 contre 11, on va voir. Finalement, la performance de Chelsea, c'est une leçon d'une certaine manière de gestion, d'efficacité. Regarde, ils sont les champions en titre, champions du monde. C'est une équipe de plus haut niveau, c'est une équipe des meilleurs du monde. C'est pas facile de jouer contre Chelsea. Donc, on sait très bien qu'on va être dans un match difficile. Et c'est comme je dis, on a montré qu'on peut se battre contre quelqu'un. Il faut faire meilleur le deuxième match. Et tout donner pour faire une surprise à chez nous. On a vu en début de rencontre que vous essayez de presser haut. Mais finalement, la justesse technique de Chelsea vous a contrarié dans ce point-là. C'était une consigne? La différence, c'est qu'on a perdu un ballon à l'intérieur. On a parlé avant le match. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas tout le temps essayer de donner à l'intérieur parce que si tu perds le ballon, ils sont très dangereux dans la transition. Et le deuxième but, c'est exactement ça. Malheureusement, on a donné cette occasion-là et on se met en difficulté pour le deuxième match parce qu'en 0, ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas impossible. Merci beaucoup, José. Et oui, c'est pas impossible, tout est possible dans le sport. Et puis cette équipe de Lille, en tous les cas, pourra peut-être essayer de faire quelque chose lors du match retour, le match retour qui aura lieu, comme je vous le dis, le 16 mars à partir de 21h. On va regarder, on va surtout pas regarder parce qu'on n'est pas à la télévision. On va surtout, oula, il y a du Larsen, voilà, on va couper ça. On va surtout écouter la réaction de quelqu'un qu'on connaît bien du côté du Paris Saint-Germain. C'est l'entraîneur de Chelsea qui est passé, comme je vous disais, par le club parisien, Thomas Tuchel. C'était chez son confrère de Canal+. On peut essayer. Vous m'avez manqué. Ça va, coach? Ah ben ça y est, on y est. On est sur Canal. Ça va, coach? C'était un bon match ce soir. C'est un bon match. Hein. Même si je vous ai vu tendu à des moments. Ah oui, parce que Lille a joué très très fort. Ouais. Ils ont joué un match très physique. Ils sont préparés très très fort, très disciplinés. Et pour ça, c'était difficile, mais on a joué un match ensemble, aussi très fort mentalement. C'était pas possible pour Lille de créer des occasions. Ouais. C'était important pour nous pour rester avec confiance. Et on a créé
plusieurs occasions et je pense qu'on a gagné mérité, mais c'était un match très dur, très difficile. Ouais, c'est vrai. On a senti qu'il y avait beaucoup de respect de la part de votre équipe par rapport à Lille. Et tactiquement, ce que vous avez fait surtout en deuxième mi-temps, Kanté qui est monté aussi un petit peu d'un cran, ça a été très intelligent, je trouve. Je ne sais pas, mais on a cherché une solution pour avoir 3 au milieu. Pour ça, on a changé un peu la structure pour avoir la possibilité de gagner des ballons un peu plus haut avec N'Golo qui était formidable aujourd'hui pour nous. Mais on a eu de respect parce que c'est une équipe très forte et ils ont pas de choses à perdre. Ils veulent seulement gagner et c'est pas fini, c'est seulement mi-temps maintenant. Et on va être confronté avec des spectateurs très très émotionnels à Lille et voilà, on doit faire encore un bon match. C'était Thomas Tuchel, l'entraîneur de cette équipe de Chelsea. On va fermer cette page Ligue des Champions. On va vous donner les résultats aussi en Europa League, car c'était les 16e de finale, avec tout d'abord le Dynamo Zagreb, et puis qui a battu le FC Séville, mais Séville est qualifié. Qualification également de l'Atalanta Bergame, qui s'est imposé du côté de l'Olympiakos 3-0. Du FC Porto, avec ce match nul 2-2 du côté de la Lazio de Rome. Également le RB Leipzig qui était s'imposer du côté de la Real Sociedad de 3-1. Qualification également de Sporting Braga face au Sheriff Tiraspol au tir au but. Il y avait 2-0 à la fin du temps réglementaire, mais comme il y avait eu 2-0 également au match aller du côté de Tiraspol, eh bien ça a fini 3 tirs au but à 2. Également du côté du match entre les Glasgow Rangers et le Borussia Dortmund, 2 buts partout, mais les Glasgow Rangers s'étaient imposés à l'aller 4-2, donc ils sont donc qualifiés pour ces 8e de finale. Et puis également qualification du Betis Séville qui a fait match nul contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais de toute façon, je crois que si ça était resté, si le Zénith avait été qualifié, je pense qu'ils auraient été exclus au vu du contexte international. Et puis également le FC Barcelone qui est allé s'imposer du côté de Naples 4-2. Et donc Barcelone est donc qualifié pour les 8e de finale. Alors vous allez me dire, le tirage au sort, ça donne quoi ? Eh bien ça donne que Rangers Étoile Rouge de Belgrade, donc ça sera le programme. Ensuite, on retrouve Atalanta Leverkusen, on aura également FC Séville West Ham, FC Barcelone Galatasaray, Leipzig Spartak Moscou, mais je crois que le Spartak Moscou, comme tous les clubs russes en ce moment, a été donc exclu de cette Europa League. À confirmer, monsieur Frédéric Fitch va me confirmer ça, mais il me semble que j'ai entendu... Comment ? Je vais dire ça parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Alors, monsieur Fitch, c'est pas moi qui fais les articles. Qu'est-ce que vous avez fait au micro ? Écoutez, moi je suis pas technicien, moi ça me regarde pas, moi ce café. Comment ça, vous n'êtes pas technicien ? Ah bon ? Non, je suis pas technicien alors. Ah non. Bon, on va regarder un petit peu juste là, vous allez pouvoir nous dire. Et puis ensuite, donc on aura Betis Francfort, et puis alors vous allez me dire nos 2 clubs français, Monaco et Lyon. Eh bien, ce sera un duel franco-portugais parce que Monaco se rendra du côté de Braga et puis Lyon se rendra du côté du FC Porto. Donc 2 matchs qui vont être, je pense, assez sympathiques à suivre. C'est des bons matchs, on pourrait dire. Oui, ça devrait être quand même assez sympa. Et puis on verra en tous les cas, même pour l'indice UEFA. Pour Spartak, oui, ça y est. C'est officiel. Oui. Ils ont été exclus, d'accord. Donc il n'y aura aucun club russe. Donc Leipzig est donc qualifié d'office. Oui, les Red Bull de Leipzig, le RB Leipzig, donc qualifié directement. Et puis il y avait également l'Europa League, enfin pas l'Europa League, non, je viens de le faire. La Conférence League. La Conférence League, voilà, on s'y perd. C'est une troisième Coupe d'Europe. C'est nouveau, c'est de cette saison. C'est ça, mais je pense qu'on est tous un petit peu perturbés avec ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on perd un peu le fil des choses. Et puis on va regarder justement en Conférence League avec les résultats qui ont eu lieu, avec Marseille qui s'est qualifié du côté de Karabag. Et puis Marseille, je vais déjà vous donner les autres. Allez, je vous donne les autres avec le tirage au sort. Donc, le PAOK Salonique, pour ses 8e de finale, recevra les Belges la Gantoise. Le Vitesse Arnhem, les Hollandais recevront les Italiens de l'AS Rome. Le PSV Eindhoven lui recevra le FC Copenhague. Slavia Prague, Lask. Avec le autrichien Lask. Voilà, ce sont les Autrichiens, c'est ça. Bodo Glimt recevra la Z. Les Norvégiens. Oui, la Z Alkmaar. Et puis le Partizan Belgrade recevra le Feyenoord. Et puis les 2 clubs français. Rotterdam, bien sûr. Oui, c'est ça, le Feyenoord de Rotterdam.
Et puis, donc Marseille recevra les Suisses du FC Bâle, donc ça ne sera pas très loin d'ici pour ceux qui veulent faire un déplacement. Même pas 200 km pour le match retour, parce que le match aller, ce sera du côté de l'OM, donc ça sera... Non, ce sera au match retour, parce que Vélodrome aussi, pourquoi pas aussi, ça on ne peut pas jouer les deux matchs au Vélodrome, ce serait trop facile. Non, de faire le déplacement au stade Vélodrome à l'aller, ce serait pas mal non après, plus. C'est moins loin d'aller à Bâle quand même depuis ici, mais... Au Parc Saint-Jacques, pour être précis. C'est ça, au Parc Saint-Jacques. Et puis également, on aura Leicester qui recevra l'équipe de Rennes. Alors ça va être un match à suivre, car cette équipe de Rennes match aller en Angleterre, bien sûr. Oui, cette équipe de Rennes marche très bien en ce moment, et le match aller aura lieu du côté de l'Angleterre. Mais voilà, dans toute cette liste, par contre, il n'y a pas de club russe, donc pas d'exclusion. Eh bien, c'était ce qu'on pouvait dire sur ces différentes Coupes d'Europe. Écoute, moi, ça me plaît bien. Et on va parler un petit peu de la division 1 Arkema, et on va parler du football féminin avec les résultats de cette 15e journée, avec tout d'abord le Paris FC qui est allé s'imposer du côté de Guingamp 5-2. Bordeaux a battu Saint-Etienne 3-0. Ici a battu Soyo 5-1. Montpellier a battu Dijon 2-0. D'ailleurs, en parlant de foot féminin, on essaiera bientôt d'avoir un des entraîneurs du FC Sochaux-Montbéliard, car il y a une équipe féminine au FC Sochaux. Enfin, il y a plusieurs catégories, et puis on essaiera justement d'en parler un petit peu, parce que peut-être que le projet à terme est d'avoir une équipe professionnelle du côté de Sochaux. Ça serait assez sympa, parce que le foot féminin progresse beaucoup en France, et c'est une excellente chose. Avec ce dimanche 27 février, Lyon qui est allé s'imposer du côté de Reims 2-0. Et le Paris Saint-Germain, lui, s'est imposé du côté de Fleury 4-0. Et puis, il y avait aussi une rencontre, là, elle n'apparaît pas dessus, c'était l'OL qui se déplaçait du côté de Reims, et c'est une victoire. Alors, si je ne me trompe pas, on va voir si j'ai une bonne mémoire, l'OL s'est imposé, M. Frédéric Fitch va pouvoir m'indiquer ça, s'est imposé du côté de Reims, alors, je ne vais pas me tromper, 2-1. Allez. Je cherche d'abord. Je lance, cherche-le. Et puis en attendant, on va écouter justement les réactions, c'était chez nos confrères de Canal+, de Rachel Corboz du Stade de Reims, et puis également de Wendy Renard de l'Olympique Lyonnais. On les écoute toutes les deux, puis M. Frédéric Fitch, il me dira si je me suis trompé ou pas, mais il me semble que c'était ça, 2-1. Malheureusement, il n'y a pas de points à la fin de ce match, mais on imagine que vous êtes quand même satisfaite de votre performance. Ouais, je pense que c'est quand même bien ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai perdu 2-0 contre Lyon, on n'a pas beaucoup d'équipes qui font ça, donc on garde le tête haute et on est fiers de nous là. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce match? Je pense qu'on était bien en bloc ensemble, on est resté assez soudés ensemble, donc on va retenir cet aspect défensif. C'est juste offensivement, il faut être plus juste et garder le ballon un peu plus. Merci Rachel. Merci. Et on attend la capitaine lyonnaise, Wendy Renard. Dans quelques instants, c'est Wendy Renard. Faire la collade avec Paris par ça a été long. La victoire est assurée. Wendy, la victoire est assurée aujourd'hui, mais elle vous a quand même posé des difficultés, cette équipe de Reims? C'est une belle équipe qui travaille, qui progresse d'année en année. Les retours de sélection ne sont jamais faciles, même les matchs avant, les matchs après ne sont jamais faciles. Je pense qu'on était dans un faux rythme en première mi-temps, pas assez d'agressivité, trop de manque pour espérer marquer et gagner. Donc à la mi-temps, la coach elle a remis certaines choses en place, on s'est parlé et puis on a remis un peu plus d'agressivité, plus d'envie et on a vu un peu la différence, même si je pense qu'on doit être capable de faire beaucoup mieux. En ce qui vous concerne, premier but de cette saison en championnat, c'est une satisfaction personnelle? Je pense pas que ce soit le premier, mais en tout cas, oui, toujours un plaisir de marquer et d'aider les coéquipiers aujourd'hui. Alors, monsieur Fitch, est-ce que je me suis trompé? Non, ils ont gagné 2-0 en fait. C'est pas 2-1, donc j'avais crédité Reims d'un but. Bon. Excusez-nous, mesdames les Rémoises et mesdames les Lyonnaises. C'est ça, donc j'avais crédité Reims d'un but. Au classement, Lyon est en tête avec 45 points, suivi du Paris Saint-Germain, deuxième avec 42 points. Le Paris FC est troisième avec 34 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 11e ici avec 7 points. Et puis l'AS Saint-Etienne, 12e avec 5 points. Eh bien, Saint-Etienne, on a commencé par... en fait, on a fait
Là, tu vois, on a fait tout à l'envers, là. Ce soir, quand je vous dis qu'on est un petit peu perturbé. C'est déjà pas mal, on va passer... Non, on a tout fait à l'envers parce qu'en fait, d'habitude, je commence toujours par le tour d'horizon des championnats. Bon, allez, ça fait un petit changement. On a commencé par la Ligue des Champions et tout. Et on va sortir un peu de nos frontières un petit coup. Là. Exactement, allez, on va sortir un petit coup. On va vous donner justement, ça fait du bien aussi, un peu de changement, pas faire toujours tout dans le même ordre. Un petit peu de changement avec justement tout ce qui s'est passé dans les différents championnats. Et puis après, on attaquera la Ligue 1. Allez, on part du côté de l'Angleterre cette fois-ci. On va vous donner tous les résultats de cette 27e journée qui débutait ce vendredi 25 février avec Southampton qui a battu Norwich City 2-0. Tottenham est allé battre Leeds United 4-0. Pas de but entre Manchester United et Watford, 0 partout. Un partout entre Crystal Palace et Burnley. Newcastle est allé battre Brentford 2-0. Aston Villa est allé battre Brighton 2-0. Manchester City est allé battre Everton 1-0. Match reporté entre Chelsea et puis Leicester City. Et puis West Ham a battu Wolverhampton 1-0. Il restera une rencontre pour cette... Non, il ne restera pas de rencontre. Tout a été joué. Bien sûr, le match reporté entre Chelsea et Leicester qui aura lieu plus tard. Au classement, Manchester City est en tête, 66 points. Deuxième, Liverpool, 60 points. Troisième, Chelsea, 50 points. Quatrième, Manchester United, 47 points. Et cinquième, West Ham, avec 45 points. Égalité de points avec Arsenal. Mais tout se joue à la différence de but. Et puis, en fin de classement, on a également 18e, Burnley, 21 points. 19e, Watford, 19 points. Et puis 20e, Norwich City avec 17 points. Et puis au classement des buteurs, Mohamed Salah de Liverpool, lui, on est à 19 buts, suivi de son compère de Liverpool également, Diogo Jota, qui en est à 12 buts. Et puis Sadio Mané, décidément, c'est un triplé pour Liverpool, qui lui en est à 11 buts. C'est les trois meilleurs buteurs du côté de la Première Ligue. Direction l'Espagne, cette fois-ci, la Liga. On va parler de cette 26e journée. Avec les résultats de ce vendredi, avec Levante qui a battu Elche 3-0. Le FC Valence est allé battre le Real Mallorca 1-0. 2 buts partout entre Retafe et puis Alaves. Le Real de Madrid est allé s'imposer grâce à un but de Karim Benzema à 83e minute de jeu du côté de Rayo Vallecano. C'était le derby aussi madrilène, car Rayo Vallecano est dans la banlieue de Madrid. L'Atlético Madrid, lui, a battu Celta Vigo 2-0. Beaucoup de buts entre Villarreal et l'Espagnol Barcelone, avec la victoire de Villarreal 5-1, et puis surtout avec un quadruplé pour Jérémy Pino, 14e, 20e, 45e et 53e minute de jeu, 5-1 donc face à l'Espagnol Barcelone. Le derby sévillan est revenu au FC Séville qui a battu le Betis Séville 2-1. La Real Sociedad a battu Osasuna 1-0. Et puis le FC Barcelone a battu l'Athletic Bilbao 4-0. Il restera une rencontre ce lundi à 21h. Grenade recevra Cadix à partir, comme je disais, à partir de 21h. Et j'avais déjà dit, comme ça vous le savez, 2 fois. Le Real Madrid est en tête au classement avec 60 points, suivi du FC Séville, 2e, 54 points. 3e, le Betis Séville, 46 points. 4e, l'Atlético Madrid, 45 points. 5e, le FC Barcelone, 45 points, qui est bien revenu après son début de championnat très compliqué. 18e, Alaves, 21 points. 19e, Cadix, 20 points. Et 20e, Levante avec 18 points. Au classement des buteurs, Karim Benzema, on est à 19 buts. Suivi de Thomas de l'Espagnol Barcelone, 13 buts. Et puis Unal de Retafe, on est à 13 buts également. Direction la Serie A cette fois-ci pour vous donner tout d'abord les deux rencontres de ce vendredi avec le Milan AC et l'Udinese qui se quittent sur un match nul, 1 but partout. Le Genoa et l'Inter de Milan 0 partout. Salernitana et Bologne 1 but partout. D'ailleurs, en parlant de ça, Franck Ribéry a été victime d'un accident de la route. D'ailleurs, on lui souhaite un très bon rétablissement. J'ai vu cette info tout à l'heure. Et puis, la Juventus Turin est allée s'imposer du côté de Empoli avec un doublé pour Vlahovic. Depuis qu'il a signé à la Juve, il marque des buts. On allait me dire, c'est un peu son travail. 45e et 66e minute de jeu. Mais en tous les cas, ça fait les affaires de la Juve qui s'impose du côté d'Empoli. Comme je vous disais, 3-2. Sassuolo a battu la Fiorentina 2-1. Cagliari est allé s'imposer du côté du Torino 2-1. Et l'AS Vérone a battu Venise 3-1. L'AS Rome est allé s'imposer du côté de la Spezia 1-0. Naples est allé battre la Lazio de Rome 2-1 dans le grand format de cette 27e journée. Et puis ce lundi à 20h50, on retrouvera Atalanta Bergame, Sampdoria de Gênes.
Donc, un très joli programme ce soir, si vous ne savez pas quoi faire. Du côté du classement, Naples est en tête, 57 points. Deuxième, le Milan AC, 57 points également. C'est très serré, hein. Vous avez pour les 3 premières équipes en Italie, même avec la Juve qui est quatrième, qui peut revenir. Avec troisième, donc je vous le disais, l'Inter de Milan, 55 points. La Juve, quatrième, 50 points. Donc, rien n'est fait encore. 5e, l'AS Rome, 44 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, Venise, 22 points. 19e, le Genoa, 17 points. Et puis 20e, Salernitana, 14 points également. Et au classement des buteurs, Vlahovic, la Juve, on est à 20 buts. Immobilier de la Lazio, on est à 19 buts. Et puis Simeone de la Hellas Vérone, on est lui à 15 buts. On termine par l'Allemagne. On va regarder tout ce qui s'est passé dans cette 24e journée. Ce vendredi, Hoffenheim a battu Stuttgart 2-1. Fribourg a battu le Hertha Berlin 3-0. Le Bayer Leverkusen en a fait de même face à Bielefeld 3-0 également. Greuther Fürth et le FC Cologne, un but partout. Le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg font match nul, 2 buts partout. L'Union Berlin a battu Mayence 3-1. Le Bayern Munich est allé s'imposer avec un petit but de Leroy Sané, 71e minute de jeu du côté de l'Eintracht Francfort 1-0. Leipzig est allé s'imposer du côté de Bochum 1-0. Et puis un but partout entre Augsbourg et puis le Borussia Dortmund. C'est terminé pour cette 24e journée. En tête, le Bayern Munich 58 points, deuxième Dortmund 50, le Bayer Leverkusen 44 points, Leipzig 40 points et 5e Fribourg 40 points. En bas de classement, 16e le Hertha Berlin 23 points, Stuttgart 19 points et puis en 18e position, Greuther Fürth 14 points qui remonte à petit, mine de rien. Et puis au classement des buteurs, Lewandowski, on est à 28 buts, Schick 20 buts et puis Haaland de Dortmund à 16 buts. Également, c'était le petit tour des championnats étrangers. Et bien moi, mon cher Fred, je te propose de revenir un petit peu par ici et de regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de la Liga avec le jingle qui va bien. Bon, mon cher Fred, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end ? Un peu, oui, bien sûr. Comment ça, un peu ? Un peu samedi, beaucoup, un peu passionnément, un peu à la folie ou pas du tout ? Écoute, j'étais au match, moi, samedi. J'étais à un match samedi, en plus. Tu étais à un match samedi, oui, c'est vrai. J'ai encore la vidéo d'ailleurs chez moi, il faut que je la fasse, mais j'ai des vidéos de retard en ce moment. Je suis un peu à la ramasse. Un peu à la radio aussi, les matchs, c'est aussi... Hein. Exactement, je suis un peu à la ramasse en ce moment. Bon, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette Ligue 1. On va tout d'abord commencer par le match qui avait lieu ce vendredi. Et du côté du stade de la Mosson, on est à Montpellier, à côté de la mer, au bord de la mer, on est bien. Et c'est donc la rencontre entre Montpellier et le stade rennais. Une rencontre qui démarre très vite, il ne fallait pas être en retard au stade. Dès la 8e minute de jeu, Martin Terrier du côté de Rennes ouvre la marque avant que Benjamin Bourigeaud, 15e minute de jeu, n'égalise. Ça fait, n'égalise, non, accroît plutôt cet avantage, ça sera mieux pour les Rennais. Ça fait 2-0. Ensuite, 19e minute de jeu, Oyongo réduit le score pour cette équipe de Montpellier. Avant que cette équipe de Montpellier n'égalise par Wai, 41e minute de jeu. Et ensuite, 2 buts vont être marqués en seconde période, mais à l'avantage de Rennes. Tout d'abord sur penalty, Gaëtan Laborde, 52e minute de jeu, l'ancien Montpellierin. Et puis également Lovro Madjer, 84e, qui parachève le succès du stade rennais du côté de cette équipe de Montpellier, du stade de la Mosson. On va écouter la réaction d'Olivier Dalloglio qui lui a beaucoup de regrets dans cette partie, et puis on va écouter également les réactions de Berger, Melling, Benjamin Bourigeaud et puis Amari du côté de cette équipe de Rennes, et on se retrouve juste après. Il y a des regrets parce que bon, quand on revient comme ça d'une entame de match difficile, quand on est à 2-2 à la mi-temps, on a quand même beaucoup d'espoir derrière. C'est mon premier sentiment. Après, mon deuxième, c'est effectivement après notre manque de rigueur quand même me laisse un peu. Voilà. Avec aussi des regrets parce que je pense qu'en face on avait une belle équipe de Rennes, notamment avec une attaque qui est très performante.
Et on aurait dû être à un niveau supérieur. La deuxième mi-temps, j'ai des regrets sur l'entame de match. Les deux entames, en fait. Voilà, c'est ce qui nous a fait défaut là-dessus. C'est dommage d'avoir pris ce troisième but. Et puis après, malgré tout, on a une très très grosse occasion derrière où voilà, ça tient à pas grand-chose puisque le ballon n'a pas franchi tout à fait la ligne. Il tape la transversale. Il y a eu des occasions. L'occasion, le 1 contre 1 de Elie aussi. Voilà. Il y a plein de petits... Voilà, ces occasions auraient pu changer aussi le cours du match. Mais c'est vrai qu'on s'est mis un peu un handicap assez lourd en prenant ces buts-là. Voilà. Donc, je connais l'équipe. C'est l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Hein, on l'a vu, le courage, pas de problème aussi. Mais après, le manque de rigueur est quand même là. Ouais, et notamment sur les deux buts que j'ai revus, les deux premiers buts. Ouais, on doit absolument faire mieux, même si on y bosse depuis un bout de temps, même si on n'a pas Mamad derrière, effectivement, mais il faudra certainement monter le niveau pour pouvoir gagner des matchs contre des équipes qui nous sont supérieures, on le sait. Et on a commencé tellement fort, on est à 2-0 et après c'est un peu chaud. Et quand même tu as une sensation que de but qu'ils marquent, c'est des buts incroyables quand même. C'est sur les volets, des trucs bizarres, mais oui, on a montré les caractères en deuxième mi-temps. On a joué une deuxième mi-temps mature et on a pris les 3 points et ça va faire du bien. Voilà, on avait envie d'enchaîner forcément après notre prestation la semaine dernière à domicile, on avait envie de bien faire à l'extérieur. Chose que l'on a faite aujourd'hui, même si ça a été un match compliqué, on a su rester serein et en deuxième mi-temps c'était un peu plus haché, mais on a réussi à faire la différence, donc on est très content de partir avec les 3 points aujourd'hui. Oui, elle fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. C'est très bien, en plus c'était un match vraiment pas facile. On s'est commencé ici à Montpellier. Voilà, on a très bien commencé le match, après on a eu un moment de flottement, on va dire. On s'est parlé, on s'est dit des choses et on est reparti comme on s'est fait, jouer. Et voilà, on a été récompensé par la victoire. Et oui, ils ont été récompensés, les hommes d'Olivier Dalloglio. On va s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce samedi. Tout d'abord, la première rencontre de ce samedi à 17h entre Strasbourg et Nice. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout, mais des cartons rouges. 2 cartons rouges du côté de Nice. Et on va écouter les réactions de Gersino Niami. C'est le Strasbourgeois qui lui parle de frustration dans cette partie. Et puis Christophe Galtier, vous allez voir, il revient sur les 2 cartons rouges. Et puis également sur le 4e arbitre. Écoutez. Vu la physionomie du match, on sort avec un peu de frustration. Parce qu'on avait la supériorité numérique, on dominait la deuxième mi-temps, donc on avait tout pour mettre ce but et prendre les 3 points, donc on a un peu de frustration, mais maintenant je pense que ça reste quand même un bon point parce que c'est quand même une belle équipe en face. Donc c'est un bon point, c'est pas 2 points de perdu dans la course à l'Europe. C'est un bon point, c'est pas 2 points de perdu dans la course à l'Europe. Il n'y a pas encore de course à l'Europe entamée, on reste dans nos objectifs. Là, on s'est donné comme objectif d'avoir 50 points, d'atteindre la barre des 50 points. Maintenant, on est compétiteur et on veut gagner tous les matchs. Donc, et surtout quand il y a moyen, comme aujourd'hui, c'est sûr qu'on sort avec un peu de frustration. On ne regarde pas forcément l'Europe ou le classement, c'est surtout qu'il y avait moyen, donc il y a un peu de frustration. J'ai revu la faute à la 33e, 34e. Il y a la volonté de dégager le ballon, mais il y a un pied haut. Ça aurait pu, à ce moment-là, être un deuxième carton jaune. Mais à ce moment-là, ça aurait pu être un deuxième carton jaune. Le deuxième carton jaune qui a été sorti était un carton jaune de compensation. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression à la mi-temps autour du corps arbitral. Pas de nous, hein. Incompréhensible. Il est incompréhensible. Avant de venir vous voir, j'entends qu'il a eu un comportement, des gestes obscènes. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Qu'il ait pu contester une faute pas sifflée, je pense que c'est possible.
Mais il y a une différence entre contester et des gestes obscènes. Et à ce moment-là, mettre un carton rouge direct à un joueur, si on a dit à l'arbitre que c'était des gestes obscènes, c'est un gros mensonge. C'est le quatrième arbitre qui l'appelle. Oui, c'est le quatrième arbitre qui l'appelle, qui avait décidé de toute façon de rendre l'atmosphère sur les bancs de touche un peu malsain. Et je suis en colère parce que ça a des conséquences importantes. Un rouge direct sur un banc de touche, ça a des conséquences importantes. Voilà, il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu un joueur qui s'est levé, il y a eu une contestation sur une faute non sifflée, je pense, sur Calvin Stengs. Je viens de parler avec mon joueur, qui est un jeune joueur, mais qui a bien la tête sur les épaules. En aucun cas, il a eu des gestes obscènes. Et encore moins des paroles. Donc, ce carton rouge, je sais, vous savez tous la semaine que nous avons, l'enchaînement des matchs, je le trouve non justifié. Et oui, c'est ce qui s'est passé du côté de Strasbourg-Nice avec les cartons rouges qui ont été distribués à Dante, le défenseur central, et puis également à Justin, Justin, on va le prononcer un peu à l'américaine, Justin Kluivert. Bon, Monsieur Fitch, quelque chose sur justement sur ce qui s'est passé du côté de Strasbourg-Nice, un petit commentaire ou rien du tout? Allez, apparemment, le joueur aurait échangé avec quatrième arbitre, quatrième arbitre, en demandant simplement d'essayer de parler avec l'arbitre central, avec Madame Frappard, mais c'est le quatrième arbitre a pris ce geste comme une insulte. D'accord. Bon, en tout cas, il y a des caméras et puis bien évidemment. Il n'y aura jamais eu de geste obscène, ça se trouve. On n'était pas présent, tout sera examiné, donc il y a des caméras quand même. Il demandait à avoir plus d'échanges avec l'arbitre sur une faute qui n'aurait pas été sifflée. Apparemment. D'accord, il demandait juste des explications. Et bien, en tous les cas, on verra la suite de cette affaire. On verra la commission de discipline maintenant. Exactement, oui, comme tout est filmé partout, de toute façon, il est facile de voir maintenant. Il y a eu du boulot, c'est la semaine dernière, la commission de discipline. Après les assises d'Andely de Metz. Oui, c'est vrai. Donc après, elle est un peu faite pour ça, cette commission, pour gérer un petit peu tout ce qui se passe. Dernière rencontre de ce samedi, c'est le Paris Saint-Germain qui recevait l'AS Saint-Étienne. l'AS Saint-Étienne qui a en manque de points. Et puis un grand match du côté du Paris Saint-Germain. Un bon match de Lionel Messi. Également Kylian Mbappé, buteur à la 42e minute de jeu. Mais avant ça, c'est surtout Denis Bouanga, 16e minute de jeu, qui a ouvert le score pour les Verts. Ça fait 1-0. Et puis juste avant la mi-temps, Kylian Mbappé, 42e, égalise. Ensuite, 47e, doublé de Kylian Mbappé. Ensuite, Danilo Pereira, 52e, qui va parachever le succès des joueurs du Paris Saint-Germain. On va écouter Mauricio Pochettino qui revient sur le bon match de Lionel Messi. Et puis, on va également écouter Pascal Duprat qui regrette un petit peu ce but pris juste avant la pause. Je disais à l'antenne, Messi, il est exceptionnel. Je ne peux pas comprendre qu'il puisse y avoir un débat sur Messi parce qu'il est exceptionnel. Non, c'est pas débat. C'est impossible. C'est impossible. C'est incroyable. C'est très magnifique. C'est magnifique. Et aujourd'hui, seulement manque les buts. Parce que il jouait très bien. Nous sommes très, très contents parce que l'équipe se sent bien. Confortable à la finish. Petit à petit, nous essayons de jouer mieux à mieux. J'ai des regrets que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous et une mi-temps pour le PSG. Non, trêve de plaisanterie. Les regrets, c'est qu'il me semble qu'à 1-0, on peut peut-être marquer un deuxième but. On en a la possibilité. On a jeûné les Parisiens par notre organisation. Et puis le regret, mais bon, il sera éternel, c'est qu'on concède l'égalisation à la 44e minute et on revient du vestiaire à la mi-temps et on encaisse 2 buts en 5 minutes, je crois. Donc à partir de là, le talent plus
notre propension à mal gérer ces fins de mi-temps et ce début de la seconde nous contraignent ensuite à courir au score. On a encore changé d'organisation, on est passé en 4-1-4-1, puis en 4-3-3 ensuite. On s'est créé des situations, mais on a assisté à une deuxième mi-temps un peu débridée où on doit reconnaître que le Paris Saint-Germain aurait pu marquer aussi d'autres buts. Et oui, c'était une belle équipe du Paris Saint-Germain. Ça a été compliqué pour cette équipe de l'AS Saint-Étienne qui avait pourtant bien démarré cette partie. Oui, tu voulais me dire quelque chose, Fred, non? Mauricio Pochettino commence à s'exprimer en français. À bien Oui, s'exprimer en oui, français. c'est vrai, il fait des efforts et c'est une très bonne chose de pouvoir s'exprimer en français. Ce serait bien que d'ailleurs d'autres joueurs du Paris Saint-Germain s'expriment aussi un peu en français, car c'est important. C'est Bientôt important. à Léo Messi ou à Neymar aussi, on pourrait penser qu'un Oui, jour, bah il déjà pourrait ceux parler qui en français. sont après Lionel Messi vient d'arriver, on va pas tout lui demander non plus, mais c'est Peut-être vrai à que Neymar plutôt, par exemple. bah oui, ceux qui sont puisqu'il là est depuis presque 5 ans maintenant. bah oui, ça serait normal quand même qu'ils s'expriment un peu en français. Ce ne sont pas tout le temps les. Et je Ceux pense qui parlent en français comme Kylian Mbappé ou Prenel oui, bah Kimpembe après, ou même Marquinhos, ils parlent français aussi. Après, c'est leur langue Marco maternelle, Verratti, donc c'est tout ça. un peu normal, mais ça serait bien aussi que les autres joueurs s'expriment en français. Il y en a quelques-uns, comme Marquinhos, comme Marco Verratti qui parlent qui français. s'expriment en français. Il faudrait que d'autres, voilà, tout le monde, ils devraient tous s'exprimer en français d'ailleurs. Voilà, plus ou moins bien, bien sûr, ça s'apprend, c'est compliqué le français, mais je pense que ce serait quand même une bonne chose. On va regarder les autres résultats de ce dimanche avec tout d'abord à 13h eh bien Monaco qui s'est fait surprendre chez elle face à cette équipe de Reims. Victoire de Reims 2-1 avec tout d'abord l'ouverture du score pour Wissam Ben Yedder, 55e minute de jeu. Ensuite, c'est un but contre son camp de l'attaquant Kevin Volland, 84e, avant que Mbuku du côté de Reims ne marque à la 90e minute de jeu et surtout offre la victoire aux Rémois. Ça fait 2-1. Pas de but entre Metz et Nantes, 0 partout. Lens est allé s'imposer du côté d'Angers, 2-1. Ouverture du score des Angevins par Angelo Fugini, 49e minute de jeu. Et c'est ensuite Mendy, 73e, qui marque contre son camp. Décidément, il y en a eu des buts contre leur camp. Et puis Jonathan Klaus, l'homme en forme du côté de Lens, 76e minute de jeu, qui donne la victoire aux Lensois. Ça fait 2-1. Un but partout entre Clermont et Bordeaux, avec le but de Guy Lavogui, 13e minute de jeu. Et puis c'est Rachani, 32e, qui va égaliser pour cette équipe de Clermont. On en restera là, un but partout. Ensuite, Lorient, dans le derby breton, se déplaçait du côté de Brest. Et c'est la victoire pour les Lorientais avec un but de Ibrahima Koné, 73e minute de jeu. Et la rencontre à 17h entre Troyes et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui pensait tenir sa victoire grâce à un but de Dimitri Payet, 28e minute de jeu sur penalty. Et c'est l'ancien Sochalien, Johan Tousgar, 90e minute de jeu, qui a privé Marseille des 3 points. Les Marseillais repartent avec un petit point, tout comme les Troyens. Et le grand format de cette 26e journée avec le match entre Lyon et Lille. Lille défait plutôt dans la semaine face à Chelsea 2-0. Eh bien, c'est imposé grâce à Gudmundsson. 35e minute de jeu. Et là, on voit l'importance de disputer des grands matchs. On l'a vu lors de cette rencontre face à Lyon. Et on en reste là, un but à 0. On va vous donner justement les réactions. La réaction de Tanguy Ndombele qui lui revient simplement sur le fait que Lyon aurait dû marquer les occasions que les Lyonnais ont eues. Et puis de Jocelyn Gourvenec justement qui rappelait que les grands matchs les ont aidés dans cette partie. Enfin surtout le fait de disputer des grands matchs face à de grosses équipes. On apprend beaucoup, ils s'en sont servis lors de cette rencontre. Tanguy, est-ce que c'est un scandale ce soir, notamment sur ce but refusé? Pas juste un scandale. Comme je l'ai déjà dit, c'est une décision de l'arbitre. Je viens de voir les images et c'est vrai, je ne comprends pas sa décision. Après, voilà, c'est l'arbitre qui décide, donc on est obligé de respecter sa décision. Il y avait de la frustration dans le vestiaire à cause de ça? Ouais, c'est sûr qu'il y a de la frustration. Après, pas que à cause de ça. Je pense qu'on a fait un bon match, mais on n'a pas su convertir nos actions. Donc c'est sûr qu'à la fin du match, on ne peut que être frustré. C'est un gros problème à l'OL, ça, cette incapacité à convertir cette grosse possession, ces grosses situations? Non, je ne pense pas que c'est un gros problème. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Après, il faut qu'on soit décisif dans les plus méchants dans les deux surfaces. Est-ce que vous avez dit adieu au podium ce soir? Non, je pense pas qu'on a dit adieu. On est encore là, c'est la course. Après, c'est vrai qu'on perd des points importants contre des concurrents directs. Enfin, voilà, il reste beaucoup de matchs, donc on va continuer d'y croire.
Qu'est-ce qui changeait ce soir par rapport au match contre Nice ici? Bon, je pense qu'il n'y a rien qui changeait. On avait les mêmes consignes. On a essayé de jouer. Après, c'est vrai que le but il nous a fait mal. Après, comme j'ai dit, si on avait converti nos actions, on ne parlerait pas comme ça à la fin du match. On a croisé le président qui avait l'air très agacé. Est-ce qu'il est venu vous voir à la fin du match pour vous parler? Non, je n'ai pas vu le président venir nous parler. C'est un match qu'on est très heureux de gagner. C'était un match très difficile. Peut-être le plus difficile de la saison qu'on ait eu à jouer jusqu'à présent. Parce que Lyon a haussé le curseur. Ils nous ont fait beaucoup défendre. Ils ont beaucoup pressé à la perte de balles. Et on n'a pas souvent eu l'occasion de sortir de leur pressing. Quand on l'a fait, on a été intéressant et on a eu de bonnes séquences. Plus en première qu'en deuxième, évidemment. À l'image du but qui est super bien construit et qui débouche sur ce but de Gabi. Alors après, il y a le fait de jeu sur le but qui refusait la VAR. Moi, je trouve qu'il y a déjà une première faute sur Renato et l'arbitre a considéré qu'il y avait un excès d'engagement de Paqueta sur Léo, même si Léo fait une erreur. Il tarde à dégager. Mais il y a excès d'engagement parce qu'il vient le taper. Il vient lui taper le pied. Voilà, pour une fois, on a des éléments assez favorables pour nous. Mais en même temps, c'est parce qu'on a fait un match de costaud. Je disais en rigolant au vestiaire, on a fait un match de moustachu. Mais ça a été vraiment un combat, un gros combat. On s'y attendait. Un combat d'autant plus méritoire de notre part qu'on a déjà livré ça il y a 5 jours à Chelsea, avec une débauche d'énergie incroyable. Et on savait que pour faire un résultat ici ce soir à Lyon, il fallait la même chose. Et c'est ce qu'on a fait. Les joueurs ont vraiment beaucoup donné en étant bien organisés. Et puis ce que je note aussi, c'est qu'on ne s'est jamais énervé. On n'a pas fait de bêtises. En subissant beaucoup en deuxième mi-temps. Je pense que l'expérience des grands matchs nous a aidés. C'était Jocelyn Gourvenec pendant que monsieur Frédéric Fitch regarde les archives de l'INA. C'est ça, hein? Tu regardes quoi, les anciens matchs de foot? Oui, puis les anciennes publicités. Bon, on va pas dire tout ça, mais bon, ça regarde personne, mais bon. Ah d'accord, donc voilà, c'est le travail de monsieur Fitch. Bon, ça va, tu suis quand même l'émission, Ah bah ça oui. va, un petit peu quand même. Bah, bien sûr. Ah, bah, j'espère bien. Je dirais, attends mon tour, quoi. Et t'attends ton tour, bien oui, t'attends ton tour. On va justement on a terminé avec cette Ligue 1, pas totalement. Hein. On a terminé pour les résultats des rencontres de cette 26e journée. On va vous donner le programme de la journée qui arrive, ça sera donc la 27e. Avec ce vendredi 4 mars à 21h, on aura comme rencontre Lorient-Lyon. Ce samedi 5 mars, on continue avec cette 27e journée avec à 17h Lens-Brest. À 21h, on retrouvera Nice qui recevra le Paris Saint-Germain. Ce sera un match assez sympa, le 3e contre le leader de cette Ligue 1. Ce dimanche 6 mars, on poursuit, on termine cette 27e journée avec à 13h Saint-Étienne-Metz, une rencontre qui va être aussi importante dans le bas de classement. Saint-Étienne 19e et Metz 18e. Match très important. À 15h, on aura Nantes-Montpellier, Bordeaux-3, Reims-Strasbourg, Rennes-Angers. Et à 17h05, Lille-Clermont. Et puis le grand format de cette 27e journée, ce sera un petit peu, pas forcément un derby, mais en tous les cas, ce sera un match du Sud entre l'Olympique de Marseille qui recevra l'AS Monaco à 20h45. Donc ça sera assurément une belle affiche, on l'espère. Et puis on va vous donner le classement de cette Ligue 1 avec tout d'abord le Paris Saint-Germain qui est toujours en tête avec 62 points. Deuxième, l'Olympique de Marseille, 47 points. Troisième, Nice, 46 points. Quatrième, Rennes, 43 points. Cinquième, Strasbourg, 43 points. Et puis en bas de classement, 18e, Metz, premier barragiste avec 22 points. Vous allez voir, c'est très serré. Hein. 19e, Saint-Étienne, 22 points. 20e, Bordeaux, 22 points. Puis on peut retrouver même un peu plus haut, 17e, 3, 22 points. Lorient, 16e, 24 points. Un petit peu plus loin, 15e, Clermont Foot, 28 points. Ça va être très serré cette fin de saison pour ceux qui vont descendre en Ligue 2.
Au classement des buteurs, le monégasque Wissam Ben Yedder, on est à 15 buts, suivi de Kylian Mbappé, le Parisien, avec 14 buts. Et puis le Rennais Gaëtan Laborde, lui, à 13 buts. Eh bien, c'est terminé pour cette Ligue 1. Bon, monsieur Frédéric Fitch, quelque chose à rajouter? Quelque chose que j'ai oublié dans cette Ligue 1? Attends, je te mets le micro. Vas-y, voilà. C'est Frédéric Antonetti qui a été lourdement sanctionné. Oui, c'est vrai, tu vas nous le dire. 10 matchs de suspension. 10 matchs de suspension, oui. C'est assez lourd. Donc 7 fermes. Donc il y a quand même 3 avec sursis, mais quand même 7 matchs, c'est beaucoup quand même. Après, il y a dû y avoir des sanctions aussi du côté des dirigeants lillois. Je vais regarder ça. Oui. Donc tu nous donneras un petit peu ça, parce que voilà, il y a Frédéric Antonetti, mais il y a aussi... C'est lui qui a été le plus lourdement sanctionné. Oui, oui. Alors qu'il n'était pas vraiment fautif dans l'histoire. Oui, c'est un petit peu bizarre cette sanction. En tout cas, elle est vraiment extrêmement lourde. Donc peut-être qu'ils sont basés aussi sur des faits antérieurs, mais voilà, c'est quand même important de juger les faits réels. Et puis c'est vrai que cette sanction, je l'ai trouvée aussi, comme tu disais, extrêmement sévère. Attends, j'ai trouvé les autres sanctions. Tu vas me trouver les autres sanctions. Sylvain Armand aussi, du côté... oui, c'est le directeur sportif de cette équipe du LOSC. Donc il y avait Sylvain Armand, puis également le président du côté de Lille, il me semble, si je ne me trompe pas. Olivier Létang. Olivier Létang, qui étaient descendus tous les deux dans le carré. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu cette scène. Qui les ont un peu provoqués aussi. Après, on ne sait pas qui a provoqué qui, mais en tous les cas, ils sont descendus dans le carré qui est réservé à l'entraîneur. Donc ça, Olivier Létang a pris 2 matchs et le... Sylvain Armand. Oui. Non, Olivier Létang a pris 2 matchs. Donc ça, c'est le président du LOSC. Oui, et Sylvain Armand en a pris 4, dont 2 avec sursis. Donc... Bon, la sanction a été plus clémente pour eux. Pourquoi? Ça, on peut être plutôt l'inverse que... Mais bon... Après, c'est pas nous qui jugeons. C'est un point de vue, voilà. Exactement, c'est un point de vue. On peut juste simplement dire que la peine, quand même, Frédéric Antonetti est extrêmement sévère. Il n'a pas fait appel, l'entraîneur Messin. Et puis ça prend en compte tout de suite. Donc ça prend effet avec effet immédiat. Ça a commencé ce week-end d'ailleurs. Eh bien, on va refermer cette Ligue 1 et puis on va ouvrir la page Ligue 2 avec vous, supporters, supportrices, et, soyons galants ce soir, supportrices et supporters du FC Sochaux Montbéliard. Vous allez pouvoir un petit peu nous dire ce que vous avez ressenti sur cette rencontre, encore une fois, extrêmement bizarre. On va ouvrir la page Ligue 2, 03 81 50 67 51. Vous êtes toujours sur Radio Shalom Besançon. Vous pouvez nous capter sur les 99.5 et également sur www.radioshalombesançon.com. Vous enlevez la CD sur Besançon, même si on l'adore, notre CD, mais là, sur Internet, on est obligé de l'enlever.